Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je vais être en compagnie de Manu, qui nous vient directement de TGSeb, la société éditrice de Briscard et surtout à l'initiative du projet Carnage. Vous étiez venu sur la chaîne courant mars pour venir justement présenter votre Kickstarter qui a duré un mois. Et là justement, le jour J est arrivé, vous êtes en phase de livraison et on va donc faire un rapport de bataille de Carnage avec justement les figurines des starters. c'est ça, on va faire une partie entre les Fang et les Carnes, deux des factions qui étaient proposées au Kickstarter, et les deux factions qui seront proposées en précommande du 1er au 30 septembre et disponibles à la vente à partir du 8 octobre et à l'Octogone pour ceux qui pourront venir les chercher sur place. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes une boutique, n'hésitez pas à aller voir votre vendeur préféré si vous voulez des Carnes et des Fang dès début octobre, et le reste des factions, les Kerops notamment sortira au mois de novembre, les Goons au mois de janvier, pour qu'on ait vraiment les 4 factions du jeu dès le début de l'année. Putain d'herbivores, hein. Ah, mais c'est les plus badass. Pour la partie d'aujourd'hui, on va jouer avec le scénario La Salle des Coffres. C'est le scénario numéro 3 du livre de règles. On le rappelle, à Carnage, on va jouer sur un plateau qui fait 60 cm par 60 cm. Et pour la partie d'aujourd'hui, il y aura 10 coffres qui vont être répartis sur la table, 3 fixes et 7 aléatoires. Et la valeur des couronnes qu'il y aura dans chaque coffre sera elle aussi aléatoire. Et c'est celui, à la fin de la partie, qui aura le plus de pognon, qui aura gagné. Mais il faut savoir qu'on va être capable donc d'aller chercher l'argent dans un coffre à partir du moment où on va être capable de le déchiffrer et de le crocheter, de récupérer l'oseille. Et derrière, on peut aussi aller le voler, soit justement directement dans la poche de la personne qui avait fouillé le coffre, ou alors tout simplement de le buter pour fouiller son cadavre. C'est ça. Donc je crochette les coffres et tu me dépouilles. C'est ça, on est d'accord. parce que je suis un fong. On se retrouve tout de suite pour la présentation de nos deux compos et de la table de jeu. Voici donc un exemple de tapis de jeu. Ici, on est sur un mat recto verso qui était proposé lors du Kickstarter, mais là, on est sur FWS. On le rappelle, sur Carnage, on va jouer sur une table qui va faire 60 cm par 60 cm ou 15 toises, puisque le jeu dispose de sa propre unité de mesure, à savoir une toise qui fait 4 cm. Alors, on va jouer les deux starters, Carne et Fang. On va aligner pour ça une compo de 300 couronnes chacun. Moi, je vais jouer les Carnes avec l'avant-garde, qui est ici, une figurine relativement agile, relativement rapide, et qui va surtout avoir une compétence très intéressante qui s'appelle la fulgurance, qui va lui permettre d'utiliser les capacités de V lorsqu'elle va faire une attaque à pleine puissance. Derrière, je vais jouer un paladin à 130 couronnes, il sera en niveau 2. C'est le tank de mon fer de lance. Il est intéressant parce que non seulement il a foi inébranlable, donc il aura absolument pas peur des tests de témérité que risque de provoquer le fer de lance des Fang, et en même temps, il a une énorme défense, non seulement une armure, mais aussi un écu. Et en tant que niveau 2, forcément, il va lancer 2 dés. Normalement, je devrais être à l'abri avec ce paladin. Et enfin, je vais jouer un guerrier niveau 1 qui, lui, avec sa lance, va être très agile, très mobile, parce qu'il va pouvoir attaquer et défendre à 2 toises de ses adversaires. En fait, ça va être mon électron libre, celui qui va essayer de gérer l'objectif et les scénarios. De mon côté, toujours en 300 couronnes, moi je vais jouer la faction des Hyènes des Fang. On va retrouver ici 4 figurines. On commence par la Goulue. La Goulue, elle vaut 70 couronnes. La particularité pour un surcoût en pièces d'or de pouvoir passer sorcière. Et derrière, elle va bénéficier de l'ensemble des règles habituelles, on va dire, des Fang, notamment la morsure, qui fait qu'une fois par activation, au lieu d'attaquer, je peux décider de tenter de mordre. Et si cette attaque fait des dégâts, alors la cible doit faire un test de témérité, sous-entendu un test de peur, et si jamais elle le rate, elle va avoir des malus successifs qui vont aller de régénérer la moitié de ses PA lors de sa prochaine activation, ou l'entièreté de ceux-ci. Et sur une réussite critique basée sur une morsure, en plus de ça, on va activer les saignements. Les saignements, on verra leurs effets, ce qui fait qu'au début de chaque tour, si une figurine saigne, elle va subir un certain nombre de dégâts. Et en plus, les Fangs vont avoir la particularité d'avoir le sang matière avec un petit numéro. Et ça fait qu'à partir du moment où ils vont attaquer une figurine qui saigne, ils vont avoir un bonus d'attaque équivalent à cette capacité. En plus de ça, l'ensemble des figurines Fang vont avoir l'aptitude endurance, qui fait que pour eux, l'ensemble de leurs mouvements, après le premier, coûtera 1 PA et pas 1, 2, 3 PA. Pour terminer sur ma Goulue, je l'ai aussi équipé d'une épée courte. Et comme en fait je jouais en 295 points et que lui il est en 299 et qu'on joue en 300, j'ai voulu encore optimiser et donc je me suis payé une petite épée. L'épée est gratuite sauf quand on décide justement ici d'avoir les 2 effets qui se coulent, auquel cas on rajoute 5. Je serai donc à 300 tout pile. Ensuite tout là-haut derrière on va retrouver l'exécutioner, l'assassin Fang, il est niveau 3, il rigole absolument pas. Lui déjà la particularité c'est qu'il va être placé en embuscade. Autrement dit en fait on va quadriller la table de jeu et au moment de mon déploiement je vais pouvoir justement la mettre en embuscade et choisir un des quadrillages, et à partir du moment où un ennemi rentre dans son quadrillage il va pouvoir faire une interruption de phase, sous-entendu
popper et ensuite faire une action offensive gratuite, soit donc une attaque de corps à corps, soit une attaque de tir. Ensuite, il est quand même équipé d'une petite arbalète de poing qui va avoir une portée maximale de 5 toises, à savoir que de 3 à 5 toises, je n'ai pas de bonus, mais derrière, si jamais je tire en dessous de 3 toises, je vais avoir un bonus de plus 1 en dégâts. Ces dégâts d'ailleurs sont de 4, donc il y a quand même vraiment moyen de faire assez mal avec cette petite figurine, et la particularité de celle-ci, c'est que quand elle tire, le défenseur doit toujours faire un jet de défense. Si jamais il en rate 1, alors ça sera les dégâts normaux, et si jamais il en rate 2, alors les dégâts sont multipliés par 2. Ensuite, on continue avec la chair à canon, l'unité, on va dire, basique de chez les Fang qui coûte que 35 couronnes avec les larbins. Les larbins, c'est tout simplement des figurines très basiques au niveau de leur profil, mais tout comme le reste de la compo, ils bénéficient des aptitudes de morsure, le sang martyr et endurance. C'est donc une compo qui peut aller très vite et qui est basée sur la synergie, puisque le but va être de mordre avec toutes ces figurines pour tenter des saignements, ou en tout cas faire peur aussi à l'adversaire et lui priver d'un certain nombre de PA. Voilà donc pour la table, les objectifs et notre déploiement. Les objectifs, eux, ont été répartis de ce côté-là de la table de façon aléatoire, comme dicté par le scénario, et nos zones de déploiement étaient de 5 toises en longueur et 3 toises en largeur. Pour savoir qui commence à carnage, on va regarder le niveau de puissance de nos compos. Ici, en l'occurrence, j'ai ma goulue à 2, mon exécutionneur à 3 et 2 larbins à 1. Ça fait donc que je suis à 7. Théoriquement, toi, tu es à 4 et je devrais donc pouvoir commencer, mais j'ai déclaré que mon exécutionneur était justement en train de rôder et donc ne compte pas comme étant sur la table. On va donc être à 4 et lancer un dé pour savoir qui va avoir l'initiative de sa première activation. C'est parti, j'ai pris les dés rouges parce que c'est comme les saignements. Et ça sera 7 et 2. Voilà. Et donc bah, c'est toi qui as l'init, à toi de choisir si tu veux commencer ou pas à jouer la première figurine. Ici, je vais décider que je prends la main, je vais activer en premier un larbin, ça sera celui du fond, l'espèce d'albinos là. On rappelle, le premier mouvement est gratuit et ne compte pas dans le nombre d'actions qu'on a le droit de faire par tour. Ici, je vais donc pouvoir bouger de 4, ça s'appelle alors 2 mouvements. Je vais donc arriver ici et on le rappelle, ils ont la règle endurance qui fait que moi, je ne paye pas plus cher les mouvements suivants. C'est pour théoriquement représenter le fait qu'une figurine va s'essouffler et donc que son nombre de PA va plus vite fondre dépendamment de la distance parcourue. Et moi, je vais tout simplement faire l'ensemble des mouvements pour aller me mettre sur le coffre tout là-bas. Voilà donc où je suis après mes 4 mouvements, sous-entendu ici, comme le premier était gratuit, j'ai claqué 3 PA, et maintenant je vais essayer de déchiffrer le coffre. Sous-entendu, en fait, avant de tenter de le crocheter, je vais m'approcher de lui, l'observer, trouver le trou, et tenter justement de le déchiffrer. Ici, pour déchiffrer, on va additionner ma témérité et mon intelligence, l'ajouter à un des 10, et en tout cas sur ce scénario, je dois arriver à un résultat de 13. Il me faut donc ici 9, j'aurais peut-être pas dû y aller avec un gland qui vaut que 35 couronnes, c'est parti. Et ça fait 7 et 4, 11, malheureusement, ça ne passe pas. Et ici, je pourrais très bien tenter de bouger de nouveau en cramant ma PA, mais je ne connais pas ta projection, on va dire, là-bas, et je vais plutôt rester ici avec 4 PA de dispo. Alors moi, je vais lui montrer comment on arrive à déchiffrer et à crocheter un coffre avec mon guerrier, qui est beaucoup plus doué que le larbin. Comme lui, je vais faire un premier mouvement gratuit. Par contre, ensuite, comme mes mouvements vont être de plus en plus chers, je n'ai pas la compétence endurance, je vais me contenter d'un premier mouvement pour aller au contact, hop là, j'emballe le décor, au contact du premier coffre, alors dans la zone de contrôle du premier coffre, et je vais tenter le même jet, donc un lire déchiffré qui doit être témérité plus intelligence plus mon dé, puisque je suis niveau supérieur ou égal à 13. Par contre, moi je vais démarrer avec témérité 4, intelligence 3, je démarre à 7, ce sera du 6+. Il va falloir que je m'habitue à faire du 2 par dé. J'ai déjà dépensé 3 PA sur les 7, 1 pour le deuxième déplacement et 2 pour tenter de déchiffrer. Je vais me redéplacer à 4 toises et je vais mettre le larbin dans la zone de contrôle. Puisque j'ai une lance, je gère les attaques et les défenses à 2 toises. À moi ensuite d'activer, je vais activer l'ami la goulue. C'est elle la goulue. Et elle va tout simplement faire son premier mouvement de 4 pour arriver ici et un deuxième mouvement pour entrer dans la zone de contrôle d'ici. J'utilise donc un PA pour les déplacements. Une fois ici, la même chose, je vais tenter de déchiffrer ce petit coffre. Là, la goulue, c'est quand même une figurine à 70 couronnes. Elle va donc avoir 4 en témérité et 3 en intelligence. Elle va donc démarrer avec un seuil à 7. Elle doit arriver à 13. Par contre, ici, elle est niveau 2, l'ami. L'ami a goulu. Et elle va donc pouvoir lancer 2 dés et retenir le meilleur. C'est parti, c'est donc sur du 6.
Et ça fait 5 et 6, je vais pas m'avancer mais je crois que je vais garder celui-là. Je vais donc pouvoir déchiffrer le coffre et maintenant tenter de le crocheter. Et pour le crocheter, je vais additionner mon intelligence et mon agilité. Et là, je dois atteindre 12 pour débloquer ce petit coffre. Toujours pareil, niveau 2, je lance 2 coffres. Ici, je suis à 7, c'est sur du 5. Et ça fait 6, enfin paf. Je vais donc pouvoir ouvrir le petit coffre. Et ici, eh ben, je vais gagner 4 couronnes. Pour l'instant, le score est de 4 à 0. Ici, il me reste quand même 4 PA et je vais tout simplement en utiliser un pour venir me mettre ici, prêt à déchiffrer ce coffre-là. J'ai vu que ça marchait pas bien avec le guerrier. Je vais envoyer ma grosse figue. On va démarrer avec le paladin. Toujours pareil, on va au front. Premier mouvement. Il est gratuit. Deuxième mouvement, on va essayer d'aller vers le centre, mais à portée du coffre pour tenter de l'ouvrir. Ça m'a coûté 1 PA. Maintenant, je vais tenter de déchiffrer la clé du coffre. Ce sera sur du 5+. Critique, je l'ai super déchiffré. Je vais donc maintenant essayer de le crocheter. On est là sur du 6, c'est un peu plus compliqué. C'est sur du 6 et c'est réussi. Oh, oh, oh. Tiens, c'est un de ceux qui s'ouvre. Et à l'intérieur, combien de couronnes? Ah, le public est inquiet. Suspense, suspense. 4 couronnes. Putain, on a égalité. Ensuite, là, ton activation ne prend pas forcément fin. Tu peux soit décider de t'arrêter ici et préserver tes PA, si jamais je décide de t'attaquer, soit de continuer tes mouvements ou tes attaques. Il me reste 4 points d'action et effectivement c'est un super gros tank, donc j'ai tout intérêt à garder des PA, mais j'ai aussi intérêt à couvrir la zone pour empêcher mon ennemi Fang de venir essayer de crocheter tous ces coffres là. Donc je redépense 2 PA pour venir me mettre au centre de tous les coffres. Il me restera donc 2 PA pour réagir en défense contre l'exécuteur. Ensuite, il me reste un larbin. Le larbin, il va tout simplement utiliser son premier mouvement pour aller là, son deuxième mouvement pour aller là, son troisième mouvement pour aller en contact du coffre et tenter de nouveau de l'ouvrir. Je suis donc à 2 PA fait, plus 1 pour tenter de le déchiffrer. Ça va donc me coûter 4 PA au total, mais il faut que j'arrive à faire... 9. Il faut donc que j'arrive à faire un 9. Et non, c'est un 4, ça ne marche pas. Et je vais rester là, dans la maison, au KLM, en attendant justement le nouveau mon activation. J'aime pas beaucoup l'idée que les larbins s'introduisent chez les goons comme ça sans demander la permission. Donc ma Vanguard, elle va aller s'occuper du larbin. Premier dépassement gratuit par contre. Exécutionnaire. Tu n'avais pas vu venir dans ma zone, hein? Oh mon dieu! Ici, en gros, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ça va juste couper ton activation. Tu pourrais y revenir tout à l'heure. Par contre, moi, je vais pouvoir me placer. On vérifie ici que je n'avais pas menti. C'était donc dans cette zone juste ici. Et je vais pouvoir popper et tenter une action d'attaque. Absolument. C'est parti. Ici, mon exécuteur est donc sorti de l'ombre. Je vais avoir le droit de faire une action offensive de 3 PA maximum. Et c'est ce que je vais faire. Je vais choisir de faire un tir précis. Le tir précis me permet de choisir 3 caractéristiques et de sauvegarder 2 effets. Ici, en l'occurrence, je vais prendre agilité, agilité et vitesse. Ici, ça veut déjà dire qu'au niveau de mon attaque, je vais choisir de faire 6 plus 6, 12, plus 4, 16. Et quand je sors dans mon embuscade, ma règle spé, c'est que je vais faire plus 4 au seuil. Je vais donc être à plus 20. Ici, parmi ces valeurs, je vais aussi pouvoir avoir 2 effets. V me permettrait de rebouger, mais là, clairement, j'ai envie de lui mettre une balle dans l'œil. Ou alors, tout simplement, les effets de l'agilité, qui est de générer une petite attaque. Ensuite, ici, je vais prendre les 2 effets de A. Donc, une fois que ce tir sera résolu, je pourrai en faire 2 petits. Je suis donc à 20, on le rappelle. Ici, je suis niveau 3. Je vais donc lancer 3 dés et retenir le meilleur. Ça sera justement le seuil qui devra atteindre sur sa défense. Critique, critique, critique. Et ça fait pas de critique malheureusement, mais ça fait quand même 7. Je suis donc à 27 à ma valeur d'attaque. Alors là, je me retrouve devant un cruel dilemme parce que c'est une attaque avec un tir avec un seuil très très élevé, mais en même temps, si jamais il passe, ça va me faire très très mal. Il a une arbalète de poing qui va faire, en cas de défense ratée, 2 fois les dégâts, et donc potentiellement 4 dégâts, plus 4 dégâts, plus 1 à cause de la portée courte, 9 de base, mais il vient de se révéler, et donc il a un plus 3 en bonus. Donc si jamais je réussis pas à faire mes 2 défenses, je prends 12 dégâts dans les gencives. J'ai pas du tout envie que ça arrive. Je vais donc essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Je vais dépenser 3 PA pour utiliser VVA. Je démarre à 14. Pour aller à 27, ça va être dur avec un seul dé. On va voir ce que ça donne. Il faut me faire 13, ça veut dire un critique à 10. Et non. C'est raté, j'y crois. Je craque mon dé de maîtrise parce que c'est un niveau 1, donc j'aurai toujours quand même un dé. Je réessaye de défendre. 2, ça ne veut vraiment pas. La particularité de l'arbalète est aussi le fait que tu dois faire 2 tests de défense, puisqu'en fait, en gros, je fais pi pi, et donc ça fait 2 fléchettes à esquiver. Donc typiquement, en fait, je viens de rater mon premier jet de défense. J'ai essayé de le relancer, mais je rate mon premier jet de défense. Je tente l'armure.
je rate l'armure, donc je perds une deuxième case puisque je fais un échec critique dessus, et je prends bien, hop, les 5 premiers dégâts, plus les 3 parce qu'il vient de se révéler. Maintenant, je tente le deuxième jet de défense pour essayer de protéger... Attends, c'était pour info le deuxième poupe. C'était le deuxième carreau. Oui, maintenant c'est le deuxième poupe. Toujours pas. Rejet d'armure, puisque là j'ai plus rien pour relancer mon dé. 2, je protégerai quand même 1 dégât sur les 4 à suivre. Je prends 3 dégâts. Au final, j'ai pris 3 cases d'armure et 11 dégâts dans les gencives. Merci l'exécuteur. Ici, pour expliquer comment va fonctionner l'armure, on va se baser sur ce petit schéma. On voit qu'il y a un chiffre au centre qui est le 5, ça représentera la valeur du dé que tu devras atteindre pour réussir à bloquer avec ton armure. Si jamais tu ne bloques pas, alors tu vas diminuer les dégâts de 1, et si jamais tu bloques, sous-entendu avec un 5+, tu diminueras les dégâts de 2. À chaque fois que tu vas bloquer, tu vas cocher une case, ça représentera justement les effets du temps sur ton armure. Là, malheureusement, tu avais fait 1, c'est donc un échec critique, puisqu'on a la notion de réussite critique sur un 10 et échec critique sur un 1, qui fait que en gros, tu as dû cocher 2 cases pour une fois l'utilisation de ton armure. Si jamais tu avais fait un 10, sous-entendu une réussite critique, alors tu aurais en effet eu à cocher une case pour l'utilisation de ton armure, mais par contre tu aurais bloqué l'intégralité des dégâts. Ici, on s'en souvient, j'avais utilisé 2 aptitudes à A, sous-entendu je vais pouvoir générer 2 petits tirs aussi, en utilisant les tirs les moins chers du jeu, sous-entendu ceux à une action. Je vais utiliser comme valeur celle de A, sous-entendu je vais faire 6 plus 9, ça fait 15. Face à ce tir, j'ai 4 choix. Défense à 0 PA, 1 PA, 2 PA, 3 PA. Mais quoi qu'il arrive, comme il a tiré, je vais devoir utiliser au moins A ou V dans ma défense, si j'utilise des caractéristiques. Je vais choisir une défense à 2 points d'action, donc avec 2 caractéristiques. Je vais utiliser 2 fois V pour essayer de partir, puisque je vais choisir d'utiliser l'effet si jamais je réussis à défendre. Je démarre donc à 10, pour arriver à 15, c'est du 5+. C'est réussi, premier jet de défense. Je rappelle, c'est une arbalète de points, donc j'ai 2 défenses à faire. La deuxième va passer, donc je vais prendre ma dernière case d'armure pour essayer de défendre le deuxième tir que j'ai pas défendu. 5 ou plus, je protège quand même 1 dégât, un tir à 1 PA, donc dégâts divisé par 2, 4 divisé par 2, 2 dégâts, mais il est à portée courte. Au lieu de 3, je vais prendre 2 dégâts dans les gencives. J'ai réussi ma première défense, ça va me permettre de me déplacer de 2 toits ennemis et d'arriver donc dans la zone de contrôle du larbin. Ce qu'il faut noter, c'est que moi j'ai encore un deuxième tir, que tout ça est simultané, sous-entendu tu étais encore à portée. Je vais donc maintenant faire ma deuxième attaque, on le rappelle, je suis à 6, plus 9, même chose, ça sera une défense à 15. Alors je commence à être en chaussettes, il me reste plus que 3 PA, je vais pratiquer la même défense que précédemment parce que c'est celle qui est la plus intéressante. En démarrant à 10, j'aurai du 5+ à faire, mais surtout en profitant de l'effet, je vais pouvoir aller entre le coffre et le larbin et donc me positionner à la fois pour attaquer le larbin et pour crocheter le coffre si possible. 5+, première fois réussi, deuxième fois raté, j'ai plus de case d'armure, donc je vais prendre 3 dégâts, 2 dégâts puisque les dégâts de l'arbalète divisé par 2 et plus 1 à portée courte, donc 3 dégâts. J'ai défendu, ça me permet d'utiliser l'effet de V sur la première défense. J'arrive bien là où je voulais, mais avec beaucoup moins de PA que prévu. Ensuite, ça va être à moi d'activer ma dernière figurine, en l'occurrence mon exécutionneur. Mon exécutionnaire avait utilisé ses 3 PA pour l'attaque gratuite une fois qu'il était sorti de sa dissimulation. Et comme un carnage, quand on s'active, on redevient full PA. Ici, je vais donc redevenir full et je vais tout simplement aller aider mon larbin ici avec mon exécutionnaire. Je vais donc faire un premier mouvement pour me mettre à l'entrée de cette petite cabane et après, je vais faire full tir. Ici, j'ai donc fait mon premier mouvement, celui-ci est gratuit. Et maintenant, je vais claquer 3 PA pour faire un gros tir précis dans ta pachole, puisque tu me montres l'arrière de ta figurine. Même chose, je vais utiliser 3 caractéristiques et je vais pouvoir choisir 2 d'effets. Et je vais choisir A, A, V, puisque de toute façon, je n'ai pas le choix au tir. Ça va donc me faire 6 et 6, 12, plus 4, 16, plus 1 dé, puisque là, je n'ai plus de bonus. Et ça va me faire plus 8, je vais donc être à 24. Alors ici, il me reste plus grand chose, autant en PA qu'en point de vie. J'ai pas vraiment de choix parce que 24, ça va être très très difficile à défendre. Je vais essayer de l'encaisser, sans dépenser mon dernier PA, parce qu'il y a un tir à suivre, je suppose, parce qu'il va vouloir m'achever. Donc je vais essayer de me protéger, sachant que, comme je suis dans un corps à corps, j'ai quand même un petit bonus de couvert. Ce bonus de couvert, ça me permet de vous présenter le gabarit de couvert. Typiquement, je suis stature 3, il est stature 3 avec son larbin. Je vais prendre stature 3, je vais être un bonus de plus 2 à la croisée, donc j'aurai plus 2 en défense. Je démarre à 2, puisque je prends pas de carac, et j'ai juste mon dé, j'ai juste 22 à faire quoi.
il est à 12. J'ai plus que 12 à faire. Ah putain, on y a cru. Oh, on y a cru. Ça faisait quand même 20, il était pas loin. Ici, en l'occurrence, tu vas prendre donc 4 dégâts. Et tu dois faire un deuxième test, puisque comme tout à l'heure, en fait, quand on tire avec une arbalète de poing, ça fait piou, piou. La même chose. Et non, pas de ça passe pas. Tu reprends de nouveau 4 dégâts. Et je vais dire au revoir à ma petite Vanguard. Ensuite, ici, je vais claquer un PA de plus et faire un mouvement qui va me permettre d'arriver justement à une demi-toise du coffre pour tenter de l'ouvrir. On se rappelle, c'est T plus I, c'est-à-dire 11, et je dois arriver à 13. Je jette 3 dés puisque je suis niveau 3. Autant vous dire que ce mec est un putain de génie, merde. Et c'est bon. J'ai donc déchiffré le coffre, je vais pouvoir tenter cette fois-ci de le crocheter. D'un autre côté, je suis un petit peu un voleur. Donc ici, je vais ajouter agilité, intelligence, toujours 11. A et I, ça me fait 6 et 5, 11. Je dois le faire un 12. Maintenant, un 1 est quand même toujours un échec critique. Et c'est bon, ça passe. Le coffre est donc ouvert et je vais pouvoir regarder combien il y a de thunes dedans. Ça me fait donc 6 couronnes à l'intérieur. Je suis à 6 plus 4, 10. Autant vous dire les gars qu'en ce moment je suis pété de thunes. Ici, il me reste donc 2 PA et je vais dire que c'est la fin de mon activation. Toutes les figurines du champ de bataille ont été activées. Ça va donc être le début du tour 2. À savoir que sur Carnage, c'est celui qui a le moins de figurines qui va justement prendre l'initiative. Ici, est-ce que tu veux la prendre ou pas ? Évidemment. Et je vais tout de suite activer mon guerrier. Donc je récupère ses points d'action. Je me retrouve avec un total de 7. Je vais commencer par essayer de crocheter le coffre qui se trouve juste à côté de moi. Je démarre à 7, je veux du 6. C'est réussi, il est déchiffré. Maintenant je vais le crocheter. Je démarre à 6, c'est toujours du 6+. 7 aussi. On va voir ce que ça nous réserve. Alors... J'ai chié, c'était Fort Boyard. 6 couronnes. Ah putain. Mais c'est incroyable. Ah, c'est incroyable, c'est parti. On est à 10-10. Mais je vous promets que ça n'a pas été du tout truqué. Hein. Il me reste donc 4 points d'action. J'ai une lance qui me permet d'attaquer à 2 toises. Je vais en profiter. J'ai pas besoin de bouger pour mettre une grosse quiche au larbin. Donc à 3 PA. Pour mon attaque à 3 PA, je vais utiliser 2 fois P, 1 fois C. C pour le projeter, P pour augmenter les dégâts. Ça fait donc 6 et 12. 18 à défendre. Yes, ici, moi, au niveau justement de mon petit larbin, il me reste 2 PA. Toi, là, derrière, tu vas donc me projeter et faire un petit dégât de plus. Et il te restera 1 PA pour faire la plus petite attaque possible. Ici, comme c'est quand même une grosse attaque, je vais tenter de défendre avec 2 caractéristiques. Par contre, je dois utiliser des caractéristiques que toi-même tu avais utilisées. Ici, je vais utiliser donc V et C, puisque C, tu l'avais utilisé. Je vais donc être à 7. Et il faut équivaloir avec le jet de dés 18. Et il me faut donc un 11. Allez, c'est parti! Et non, ça rate. Ici, on le rappelle, je suis un niveau 1. Je vais donc claquer ma reroll pour ce tour-là. Et relancer le jet de dés. Et ça sera toujours 7. Je vais donc prendre 4 dégâts de base, plus l'effet de la puissance, donc 5 dégâts. L'effet de la corpulence, ça va être que je te repousse de la moitié de ma corpulence. Comme tu es collé au bord de table, en fait, on considère qu'il y a un mur virtuel. Tu vas pas reculer plus loin, mais tu vas quand même subir les dégâts de collision. Donc, un des 5 dégâts de collision qui nous rajoute un dégât. Il me restera donc 12 points de vie. J'utilise mon dernier PA pour essayer de lui faire encore un peu plus mal. J'utilise ma puissance, de toute façon il a plus de PA. On s'en fout, je démarre à 4. Ouch. Critique. Ça fera pas de dégâts en plus, mais ça fera un seuil de 17 à défendre. Ici, j'ai plus de PA, je vais donc démarrer à 0. Sous-entendu, il faut que je fasse 17. Sous-entendu, il faut que je fasse un critique et 7. Allez! Non. Alors 2 dégâts de plus. Et ça me fait donc, comme tu l'as dit, 2 dégâts de plus. Et je suis à 10 points de vie. Et enfin, j'ai pas bougé dans mon activation. Je vais donc me déplacer de 4 toises pour aller au contact du prochain socle. Ensuite, à moi, je vais activer ma goulue. Ma goulue, elle est juste ici. J'ai réinitialisé son seuil de PA et je vais pouvoir directement, avant même de faire mon mouvement gratuit, tenter de déchiffrer ce petit coffre. On le rappelle, ici je suis à 7, je dois atteindre 13, je suis niveau 2, je vais jeter 2 dés et ça me fait 3 et 1. Ça ne passe pas. Et ça fait méchamment chier, puisque pour le coup, je vais claquer une reroll en utilisant une de mes caracs. Par contre, ça veut dire que jusqu'à ma prochaine activation, je suis plus que niveau 1. Et ça ne passe toujours pas. Maintenant, je suis niveau 1. Tu peux encore relancer si tu veux, tu perdras pas plus de dés. Eh ben écoute, je vais le faire, c'est gentil de proposer en tout cas. Il adapte les règles pour que ça soit plus cool. C'est parti. Et ça fait 6, cette fois-ci ça passe, c'est déchiffré. Par contre, je ne pourrais plus lancer de dés pour tenter cette fois-ci de le crocheter. Pour le crocheter, on l'a vu tout à l'heure, c'est 4 et 3, 7. C'est pareil, par contre je dois atteindre 12. Ça sera donc sur un 5+.
Et non, toujours pas. Il n'y a plus de reroll. Je suis donc bloqué derrière ce petit coffre. Et écoute, ça va sonner ici, la fin de mon activation. J'ai dû claquer, hop, 2 points pour le déchiffrer et 1 point pour le crocheter. Il me restera donc au moins 5 PA pour pouvoir défendre si jamais tu veux venir en découdre. Juste à noter que t'as pas réussi à le crocheter, mais pour ton fer de lance, pour les fangs, il est déchiffré. Donc n'importe qui aura juste à le crocheter pour essayer de le choper. Yes. Ici, ce mécanisme de déchiffrage et de crochetage est propre au coffre, mais le déchiffrage est utilisé dans plein d'autres scénarios pour des recherches ou ainsi de suite. Je vais donc jouer le paladin maintenant. Je récupère ses points d'action comme tout à l'heure. C'est une évidence, il faut que je colle au score. Je vais crocheter si jamais je réussis à identifier. Donc 2 PA pour l'identification. C'est du 5+, avec 2 dés parce que je suis niveau 2. Bon. Bon. Tu sens? Ça sent la chkoumoune sur cette table. Non, je vais pas la relancer. J'ai d'autres choses à faire. Je vais utiliser maintenant mon mouvement gratuit. On va essayer de sécher et de gagner une activation sur le larbin. Je charge le larbin. On se rappelle que, ici à Carnage, encore une fois, je n'ai pas récupéré mes PA puisque celui-ci n'a pas été activé. Autant vous dire que là, il a un boulevard pour me sacoche. Là, je me suis déplacé de plus de la moitié de ma vitesse avant de porter ma première attaque. Donc pour cette première attaque, je vais être en charge et donc je vais ajouter ma stature de 4 à la valeur, au seuil de ma première attaque. Inutile de vous dire que je vais utiliser le maximum, donc 3 PA. Et donc je vais utiliser 2 fois la corpulence, 1 fois l'agilité, pour avoir corpulence et agilité en effet. Je démarre à 13, plus ma stature 17. 17 et 9. Ça fait 26. C'est parti, moi je vais tenter 2 contrées. On le rappelle, je n'ai plus de PA, ça sera donc uniquement avec des jets de dés. Il faut que je fasse 3 critiques. 1. Oh non. C'est un critique. C'est un critique, mais négatif. Je vais donc prendre combien de dégâts? Alors, 5 pour commencer. Poup, 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 poup. La corpulence va te projeter dans le mur. Oh non. Donc de 1 des 5, 4 dégâts. Poup, 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 poup. Il me reste 1 point de vie. Et donc, je vais pouvoir porter mon attaque gratuite avec l'effet de A. Ah, tu te souviens? 4 et 5 parce que j'ai choisi la corpulence comme caractéristique. 9 à défendre. Easy. Ou pas. Et ça m'a fait donc... Easy peasy. 3 dégâts. Poup. Et malheureusement, le premier larbin décède. Poup. Avec 3 PA, je vais essayer de défendre correctement jusqu'à la fin du tour. Ok, ensuite ça va être à moi. Je vais donc avoir l'obligation d'activer une de ces 2 figurines. Pour le coup, je vais tenter d'activer d'abord le larbin. Je vais faire un premier mouvement ici, un deuxième mouvement ici, et tout simplement tenter de déchiffrer ce coffre-là. On s'en souvient, les larbins sont pas très bons, donc ça veut dire qu'en gros, lui, il lui faut un 9 ou un 10 sur un des 10. Allez mon pote! Et non. Ça sera la fin de son activation, puisque pour le coup, ça, il ne peut le faire qu'une fois. Il lui restera donc 5 PA. Quand il n'y a plus personne à activer, je vais donc pouvoir activer mon exécuteur. Ce petit assassin, il va donc utiliser son premier mouvement gratuit pour venir au pied de la porte, et son deuxième mouvement pour venir se mettre à 5 toits, ce qui est la portée maximale, justement, de son tir, pour pouvoir, justement, tout mettre dans le cul du paladin. No. Ici, je vais utiliser ensuite 3 PA pour pouvoir attaquer avec une grosse attaque de tir précis. Je vais utiliser 3 caractéristiques et les additionner. Je vais choisir vitesse et agilité, et aussi pouvoir choisir 2 effets, et ça sera tout simplement 2 agilités pour pouvoir te saturer au tir. C'est parti, je suis à 16 plus le résultat d'un dé et je prendrai le meilleur. Et ça fait déjà critique, je vais donc pouvoir le relancer. C'est parti. Et ça sera 1. Ici j'ai fait 1, c'est un échec critique, mais ça ne tue pas le jet d'avant. Sous-entendu, j'étais à 16 plus 10, 26, et je m'arrête là. Qu'est-ce que tu veux faire pour défendre? Serrer les fesses. C'est un gros tir, avec 2 tirs gratuits à suivre. Il faut vraiment que je défende ça. En plus, c'est contre une arbalète de points, donc j'ai 2 défenses à faire. Yes. Je vais essayer de tout mettre dessus. Je vais donc utiliser une case d'écu pour avoir gratuitement la caractéristique la plus faible que tu viens d'utiliser. Donc je vais utiliser V4. T'entends, il y a l'ambiance qui arrive. Ouais, ça me plaît pas beaucoup cette histoire. Et ensuite, P et C en combinaison. 2 fois C par exemple, ou 2 fois P, peu importe, pour démarrer à 15, plus la vitesse. Donc je vais démarrer à 19 pour 3 PA. Ça reste du 7 à faire. Avec mes 2 dés. J'ai un critique, le premier jet est défendu. Deuxième jet de défense, toujours du 7 à faire. 9, on est content. Les 2 jets sont défendus. Du coup, pas d'attaque gratuite à suivre puisque j'ai pas pris de dégâts.
ton tir n'est pas passé. C'est vrai, maintenant, tu n'as plus de PA, tu es tombé dans mon piège de juste respecter les règles. Je vais donc reclaquer 3 PA, il m'en restera 2 pour faire la même attaque. On se rappelle, j'utilise toujours VVA, sous-entendu je suis à 16 plus 6, soit 22. Je vais utiliser une deuxième case d'écu. Yes, on le rappelle, l'écu c'est tout simplement son bouclier et tout comme l'armure tout à l'heure, en fait, l'utilisation coche une case, ça représente les effets du temps dessus et au bout d'un moment, tout simplement, tu n'auras plus de bouclier. Voilà, je pourrais l'utiliser encore 3 fois. L'avantage de l'écu, typiquement, c'est que je vais pouvoir utiliser la caractéristique la plus faible que tu as utilisée gratuitement pour ma défense. Donc je vais utiliser V, puisque c'est la caractéristique la plus faible que tu as employée. J'ai 4 en vitesse, je démarre à 4, plus mes 2 dés. Premier jet de défense, ça suffira pas, j'arrive à 10. Deuxième jet de défense. J'arrive à 13, ça suffit pas quand même. Yes, ici on le rappelle, au niveau justement de cette arbalète de poing, il est écrit que tu dois faire 2 jets de défense. Si tu en rates un, ça sera les dégâts normaux, sous-entendu 4. Et si tu en rates 2, alors ça sera dégâts x2, ici en l'occurrence 8. Maintenant, on s'en souvient, tu as une armure, tu vas donc pouvoir annuler une partie des effets. Voilà, 7 en seuil. Le jet d'armure, c'est pas comme une attaque, une défense ou un tir. J'utilise un seul dé quoi qu'il arrive. Je réussis mon seuil de défense, je coche ma case d'armure. Je devais prendre 8 dégâts puisque 2 fois les dégâts de son arbalète. Je vais en protéger 3 et donc je vais subir 5 dégâts sur le paladin. Ici, comme mon attaque est passée, j'ai le droit de résoudre mes effets. On s'en souvient, j'avais pris 2 fois les effets de A, ça va donc me générer 2 fois des petites attaques. Ça va donc me faire tout simplement 6 plus, et ben je vais prendre le 5, ça va donc me faire 11. Pour avoir une chance de défendre, je vais encore utiliser une case d'écu, puisque là du coup, il a utilisé que A, je vais utiliser ma propre agilité en défense, je vais démarrer à 3. Pour arriver à 11, c'est du 8+. Raté, deuxième jet de défense. Toujours à cause de cette maudite arbalète. Je vais subir qu'une seule fois les dégâts. Et comme c'était une attaque à 1 PA, ça sera les dégâts divisé par 2, soit donc 2 dégâts. 2 dégâts. Une case d'armure et le jet d'armure. 4, c'est raté, mais je protège quand même un dégât. Je prends un dégât. Yes, ensuite ma deuxième petite attaque. Et ça me fera ça me fera donc 6 et 9, 15 à défendre. Est-ce que tu veux claquer ton écu? Je sais que ça servira à rien de rajouter un +3 en défense. Je conserve mes 2 cases d'écu et j'y vais avec les jets purs pour arriver à 15. 8 et 7, j'ai le droit d'en choisir qu'un, ça suffit pas. J'y ai cru plutôt. 8 et 7, bon d'accord, j'avais compris qu'il fallait faire 15. Hein. Alors, ici, on l'a vu tout à l'heure, je fais 4 divisé par 2 puisque c'est une attaque à 1 PA, mais la particularité de l'arbalète, c'est que quand toi tu rates tes 2 jets, c'est doublé, donc on revient donc à 4. Une petite case d'armure, le test d'armure, raté, je protège un dégât sur les 4 et j'en subis 3. Et c'est là on se rend compte qu'il est quand même très tanky le paladin. Ah oui. Il a pris 9 dégâts là où l'avant-garde est morte. Et ici, il me reste 2 PA, je vais tout simplement en claquer un pour faire un mouvement supplémentaire pour me remettre ici. L'activation de ma dernière figurine sonne la fin du tour 2, et comme tu es toujours en infériorité numérique, tu vas pouvoir commencer le tour 3. Début du tour 3, qu'est-ce que tu souhaites activer? Ben, là on est toujours à égalité de couronne, donc il n'y a pas, même si je suis un peu en infériorité numérique et un petit peu dans le caca, comme ça, avec mon fer de lance, on est toujours à égalité en fin de scénario. Donc je vais essayer de prendre l'avantage, je vais directement jouer le guerrier pour crocheter le coffre qui est en face de moi, je récupère comme tout à l'heure mes points d'action, je dépense mes 2 PA et je jette mon dé, on se rappelle que c'est sur du 6+. Oh il laque. Il est déchiffré. 1 PA pour le crochetage, c'est du 5+. Ouh, il y a de thunes dedans. Oh, il y a de la thune, là, je le sens. Oh, les petits gars, regardez-moi ça. C'est du coffre briscard, forcément, il y a plein de thunes dedans. 4 couronnes. Tu tombes donc à 14 contre pour moi 10. Qu'est-ce que tu fais du reste de ton activation? Ben, je me demande où est le petit papier à 20 couronnes. Il me reste 4 points d'action. Je vais utiliser mon mouvement gratuit pour venir apporter du coffre que tu convoites, mais aussi pour que tu sois dans la portée de mon arme. Et je vais essayer, parce que ça va être très drôle, d'utiliser la corpulence pour pouvoir te repousser dans l'exécuteur et vous subissiez tous les deux des dégâts de collision. 2 fois la corpulence, c'est une attaque de charge, je rajoute ma stature, je démarque donc à 12. Plus mon dé. Et c'est un échec critique, mais il va utiliser sa relance. Qui me coûte rien, je le rappelle, avec un niveau 1, puisque je garde toujours au minimum un dé. C'est beaucoup mieux.
C'est beaucoup mieux. Du coup, le critique, je relance derrière. 12 et 12, 24 à défendre, sachant que comme j'ai fait un critique, si c'est pas défendu, je rajouterai ma stature aux dégâts. Ici, il me reste 4 PA, je vais tout simplement claquer 3 pour pouvoir défendre avec 3 valeurs. Je suis obligé néanmoins de garder une de tes valeurs à toi. Et moi, je vais utiliser parmi mes 3 valeurs P, tout comme toi, soit 3, et V, pour que, au moins, si jamais je défends positivement, pouvoir me barrer gratuitement. En gros, ici, ça va donc me faire 4 et 4, 8, plus 3, 11. C'est parti, j'ai un dé et je dois atteindre 24. Et ça reste honorable, mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Mais je vais tenter de le relancer en utilisant mon niveau simple. Allez, critique, une chance sur 10. Et non, toujours pas. Je vais donc malheureusement subir 4 dégâts de base, plus ma stature à cause du critique, 8 dégâts d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est qu'avec l'effet de la corpulence, ben, je vais te repousser de la moitié de la valeur de ma corpulence, donc de 2 toises, et ça va te permettre d'aller rencontrer ton copain. Eh, t'as vu les arbalètes? Et du coup, bah, jet de collision, 1 des 5 points de dégâts pour chacun. Le larbin, 5 dégâts sur le larbin. Ouch, ça fait poup, 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 poup. Il nous reste donc 4 points de vie. Et 1 des 5 dégâts sur l'exécuteur, 2 dégâts sur l'exécuteur. Ah, il est bien l'exécuteur. Là, je suis trop loin pour tenter une nouvelle attaque, même avec mon allonge. Je vais donc conserver mes 2 PA pour essayer de défendre, parce que je pense qu'il est un peu énervé. Ensuite, moi, je vais activer ma goulue, puisque tout à l'heure, j'avais raté le déchiffrage de ce coffre. C'est parti, j'ai 2 dés, il faut que je fasse 6. Et ça fait 8, ça passe. Et maintenant, pour le crocheter, il faut que je fasse, il faut que j'atteigne 12. Donc c'est pareil, sauf que cette fois-ci, c'est sur du 5. Et ça me fait 5 et 9. Combien y a-t-il dans celui-là? Attention! Mais c'est 0 couronne! Mais il est vide! Mais je me suis fait enculer. Donc je le mets même pas ici. Tu sais quoi, je vais le mettre à côté. Je suis donc toujours à 14 couronnes et moi 10. Ici, ça m'a coûté 3 PA de le faire. 1, 2, 3. Je vais utiliser mon mouvement gratuit pour pouvoir me replier, pour être sûr que tu me pilles pas, puisqu'en fait lui pourrait tout simplement la charger elle pour tenter de la tuer et ramasser ses couronnes. Ça c'est la tête du coupable, ça t'allais le faire. Oh, si, regardez, il allait le faire. Ça me fait donc mon premier mouvement et ensuite tout simplement plein de mouvements pour aller le plus loin possible de ce vilain. Activation du paladin, je vais tenter de déchiffrer et ensuite de crocheter le coffre. Réussi pour le déchiffrage, réussi pour le crochetage. Je vais donc ouvrir ce coffre. Combien de thunes? Combien de thunes? Alors, c'est un petit peu Fort Boyard. Hein. 10 couronnes. Tu passes donc à 24. 14 couronnes sur mon guerrier, 10 couronnes sur mon paladin. Pour l'instant, je suis en tête de 10 couronnes. Mais j'ai pas fini l'activation du paladin. Premier mouvement gratuit, je vais me retrouver ici. Deuxième mouvement, je vais venir dans la zone de contrôle de l'exécuteur et du larbin. À moi d'activer une figurine. Ici je suis full PA, je vais activer le larbin. Le larbin il va d'ores et déjà claquer 3 PA pour pouvoir avoir 3 caractéristiques et 2 effets. Les caractéristiques que je vais utiliser, ça va être vitesse, vitesse et attaque avec les effets d'une attaque et de la vitesse. C'est parti, je suis à 4 et 4, 8 plus 3, 11 plus 4. Ça fait 15. Il me reste 4 PA avec mon paladin. J'ai pas envie d'éliminer son larbin parce que sinon je suis pas sûr de recommencer le tour, ce sera à l'initiative. Et je veux qu'il reste en surnombre pour l'instant. Donc je vais faire une défense à 2 PA en utilisant l'effet de V que je vais pas appliquer. Je démarre à 9, il me faut du 6. Et ben bon, c'est raté. C'est raté. Allez, on ne relance rien, on utilise une case d'armure. Une case d'armure, c'est protégé, je prends 1 dégât. Puisque 4.3, 1. Moi par contre mon attaque est passée, je vais donc avoir les effets des caractéristiques choisies, sous-entendu de pouvoir faire la moitié de la valeur de mouvement, sous-entendu je vais pouvoir me mettre juste ici, et ensuite gérer une attaque cadeau. L'attaque cadeau va être, je vais prendre de nouveau V, ça fait 4 plus 3, 7. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je me défends à 0 PA. Yes, sur du 7. 6 et 5, merci. Une petite case d'armure pour l'armure. L'armure est ratée, dégâts divisés par 2, donc 2 dégâts, moins 1 pour l'armure, encore un dégât. Ensuite, j'ai utilisé mon mouvement gratuit pour pivoter. Je suis obligé de rester dans ton aire d'effet. Comme ici, les 2 toits, ça me permet quand même de faire vraiment un grand détour. Il me reste derrière 4 PA. Je vais en utiliser 3 pour pouvoir te sacocher. Ici, même chose, je vais faire VVA. C'est parti. Ça me fait 4 et 4, 8 plus 3, 11. Ça me fait un déchet critique. Je vais utiliser ma relance de niveau 1. Et ça me fera donc
19 à atteindre. Avec les 2 PA qui me restent sur mon guerrier, j'ai très peu de chances d'arriver à 19. Je vais donc laisser passer l'attaque et défendre. On verra ce que l'armure protège. Ça passe, donc l'attaque passe. Ici, je vais donc faire 4 dégâts, mais tu vas cramer ton armure. Ici, c'est un seuil à 6 pour bloquer 1. Et ça fait 9, tu bloques donc 1, tu prends 3 dégâts. Voilà, c'était pas si dramatique que ça. Ensuite, moi, je gagne une attaque. Tout simplement, je vais utiliser V, sous-entendu 4 plus 4, ça fait 8. Avec 8 à défendre, là, ça devient super intéressant avec les 2 PA. Et surtout, comme j'ai une chance de défendre, je vais utiliser la vitesse en effet sur ma défense à 2 PA, histoire non pas d'aller coller le larbin pour l'empêcher d'aller ouvrir le coffre, mais histoire de me rapprocher de l'exécuteur et qu'il ait vraiment 2 gars dans sa zone et qu'il puisse vraiment pas tirer. T'as utilisé V, je vais utiliser V aussi, et puis je vais utiliser P derrière pour démarrer à 8. Donc en gros, tout sauf 1. C'est réussi. J'utilise l'effet de V, je me déplace de 2 toises avec mon guerrier. Mais du coup, avec ton exécuteur, tu es dans la zone de contrôle du guerrier aussi. Et ensuite, par contre, moi je ne suis plus engagé, j'ai claqué mes 2 derniers PA pour tout simplement aller tout là-bas. C'est parti, j'active mon exécuteur. Mon exécuteur, il est méchamment engagé avec ses 2 grosses brutes. Par contre, la particularité, c'est que je suis dans les 2 aires d'effet, mais que le guerrier ici n'a plus de point d'action. C'est donc sur lui que je vais taper. Je vais d'ores et déjà utiliser 3 PA pour pouvoir justement choisir 3 caractéristiques et 2 effets. Parmi ces caractéristiques, je vais choisir A, V, et en effet, je vais choisir V et A. Sous-entendu, et pouvoir me barrer et t'en mettre un petit tir dans l'œil derrière. Je vais donc faire 6 et 6, 12, plus 4, 16, plus 1 DD, et ça fera 8. Bon courage. Ça me fait donc 24 à atteindre. Tu n'as plus de PA, ça va donc juste être la réussite du dé. J'ai plus de PA, mais j'ai pas non plus de reroll. Donc, c'est le dé pur. C'est parti, premier jet de défense. Deuxième jet de défense. Merci. Yes, ça va donc faire 4 dégâts x 2, soit 8 dégâts. Je vais donc essayer de réussir mon jet d'armure en faisant un critique, parce que sinon c'est 9 dégâts d'un coup. 2 fois les dégâts, et le dégât de portée courte. Eh ben non. L'armure ne protège pas, de toute façon ça ne protégeait que de 1, ça te fait donc 9 dégâts. Ensuite, face à ça, j'ai le droit de faire la moitié de mon mouvement, sous-entendu 2 toises en me mettant ici et sortant définitivement du LOS, mais c'est une action simultanée, je vais quand même faire mon tir à courte portée. C'est parti, je vais donc prendre comme caractéristique agilité et jeter 3 dés, et ça va me faire 6 et 8, 14 à défendre, mais là pour le coup les dégâts seront divisés par 2 puisque c'est une attaque gratuite. Premier jet de défense contre l'arbalète. Ah, peut-être. Ah, critique. Plus. Joli. La première est défendue, la deuxième? Et non, la deuxième, non. Ça va donc faire 2 dégâts. Est-ce que tu souhaites utiliser ton armure? 2 dégâts, toujours à portée courte, donc 3. Évidemment, je suis obligé d'utiliser l'armure, hein, c'est pas une option. D'accord. Le jet, 7, c'est défendu. Je protège un dégât sur les 3. Je prends encore 2 dégâts avec le guerrier. Ensuite, il me reste 6 PA. Je vais en raclaquer de nouveau 3 pour faire exactement la même chose. Donc 2 fois agilité pour générer 2 petites attaques. Et V pour le plaisir d'offrir. C'est parti, ça va donc me faire 6 et 6, 12 plus 4, 16 plus 8, ça te fait 24 de nouveau à égaler. On le rappelle, t'as toujours plus de PA, ça va être les effets du dé simple. C'est Je parti. suis toujours dans mon slip. Et 4. non, Deuxième défense. 4. ça fait 4 et 4, 8. Malheureusement ici, je ne suis plus à portée courte. Ça va donc faire tout simplement 8 dégâts. Tu vas utiliser ton armure pour voir si jamais tu arrives à absorber un dégât. Ou tout si je fais 10. C'est vrai. Non, ben la constance ne paye pas. Et ça te fait donc 8 dégâts. 8 dégâts, merci monsieur. Pou, 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 pou. Il te reste donc 2 points de vie. Ici, ça m'a généré 2 petites attaques. Je vais utiliser l'agilité, sous-entendu 6 plus 6. Ça te fait 12 à égaler. Il te faut un critique. T'as refusé de prendre moi. Et non. Deuxième jet de défense. Vas-y. Non plus. Donc on fait 2 x 2. C'est pour 4 dégâts. Là j'ai vraiment besoin du critique, sinon j'y passe. Et surtout je vais lâcher. Allez, prends mon dé, tiens, prends mon dé. Prends un dé rouge, c'est le dé des signalements. Je suis navré pour toi. T'aurais pas dû faire ça. Oh non. Tu veux que je le reprenne? Tu veux que je le reprenne? Eh ben vas-y, reprends-le. C'est un bon dé. Et voilà, je me ris de ton attaque. Ah putain, ça veut dire que tu bloques tout là. Ouais. Donc là c'est parti, j'ai quand même le droit de faire ma deuxième attaque gratuite puisque la principale qui les générait est passée. Ça va donc me faire 6 plus 8, 14 de nouveau à égaler. Tu me reprêtes ce dé? Oui, je te reprête ce dé. Ok. Bon bah il est usé.
tout comme ton armure. En gros, ici, ça va se jouer pour 2 dégâts. On le rappelle, il reste 2 points de vie. Deuxième jet de défense, ah oui, on sait jamais. Deuxième jet de défense. Ouh, c'est un critique. Il faut un 4. Ouh, c'est contré. Ça sera donc pour 2 dommages. Est-ce que tu souhaites utiliser ton armure? Tu n'as pas le choix. Je suis obligé. Sous-entendu ici, il va falloir que tu fasses 6 pour réduire les dégâts de 1 et te retrouver 1 point de vie. Sinon, ça sera 2 points de vie et t'es séché, mon pote. Ça veut surtout dire qu'avec un jet de défense réussi, sur un 6+, je suis en vie. Et ça fait que t'es sauvé, il te reste donc 1 point de vie. Moi, de mon côté, il faut que je commence à réfléchir, puisqu'il me reste 3 PA. Mais, derrière, lui, il va s'activer avant moi au prochain tour. Il va pouvoir tenter de me one-shot avec son gros paladin. Ici, sur les 4 PA qui me restaient, je vais en utiliser 2. Je vais donc faire une attaque, on va dire, intermédiaire, qui me permet de prendre 2 caractéristiques et un seul effet. En caractéristique, je vais prendre V et A, sous-entendu partir à 10, et en effet, je vais prendre V pour pouvoir prendre la poudre d'escampette, sous-entendu faire la moitié de ma valeur de mouvement si mon attaque passe. C'est maintenant qu'il faut réussir, ça va donc être sur du 4 plus 6, 10 plus 9, ça fait 19. Je ne vais pas reroll parce que je vais pas faire le fou. Je lance le dé. Et ça fait 3. Deuxième jet de défense. Oh. Pour le plaisir alors. Il n'est pas contré, ça fait donc 8 dégâts. J'ai plus de case d'armure. Oh non, je te sens tout triste. Je finis au tapis, mon guerrier est mort, je vais le remplacer par un marqueur de carcasse. Mais c'est Mufasa. Tu te réveilles. Il faut que tu te lèves. Je vais laisser à côté, pour celui qui a envie de venir piller la carcasse, les 14 couronnes qu'il avait en poche. Savoir que le scénario, si jamais on dépouille ou qu'on vole l'adversaire, on pourra récupérer la moitié du butin qu'il avait accumulé. Donc il y a 7 couronnes à prendre en objectif. Et on n'oublie pas qu'avec justement mon action gratuite, je peux faire 2 toises pour me mettre ici. Et c'est assez intéressant puisque avec ma dernière action, je pourrais soit prendre la poudre d'escampette, soit voir une partie du scénario qui est de se dire qu'à partir du moment où une de figurine qui a justement un petit gling 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 ici, il peut le mettre dans sa zone de déploiement pour le sécuriser. Ici, en l'occurrence, mon exécuteur a pris 6 couronnes tout à l'heure dans le coffre, il va donc faire 2 toises et tout simplement déposer son argent au coffre pour être sûr en gros que même s'il meurt, il ne pourra plus jamais être fouillé. Donc pour l'instant au moins, je n'ai plus de PA mais je m'assure 6 couronnes de victoire. Et à l'issue de ce tour 3, toi tu as 10 couronnes et moi aussi, sauf que moi pour le coup j'en ai 6 qui sont sécurisés. Début du tour 4, c'est toi qui es en infériorité numérique. On peut recompter mais je suis plutôt confiant là-dessus. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, problème des carnes, c'est que à cause de leur éthique un peu discutable, ils s'interdisent de piller les carcasses, donc je vais pas pouvoir récupérer les couronnes qui se trouvent sur mon défunt ami. Donc je vais activer mon paladin. J'ai une petite avance en couronne, mais ça va pas suffire. Je vais donc me ruer sur un autre coffre le plus loin possible et je vais essayer d'augmenter mon pécule. Mouvement gratuit, je crochette comme d'habitude. J'ai réussi à déchiffrer, maintenant j'essaye de crocheter. Toujours pour 3 PA. Les 2 actions. Combien de thunes? Combien de thunes? Alors, est-ce que ça va enterrer la partie ou pas? Et 10 couronnes encore. Je repasse devant, enfin je suis devant là clairement avec 20 couronnes. Contre 10. Contre 10. À 5 PA, je vais essayer d'aller titiller le copain là-bas. Premier mouvement. Deuxième mouvement, ça m'a coûté 3 PA, il m'en restera 2. J'ai plus aucun scrupule à massacrer le larbin parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, je serai en infériorité numérique même si je le défonce. On se rappelle qu'il lui reste énormément de points de vie, 4 en tout. Je vais donc dépenser mes 2 derniers PA pour lui mettre une joyeuse baffe en utilisant la corpulence pour le repousser dans le mur au cas où et la puissance pour démarrer à 10. Ça nous fait 16 à défendre. C'est une attaque de charge, on l'a vu, je rajoute ma stature. 20 à défendre en tout. Ici, je n'ai pas d'autre choix pour survivre que de faire une défense à 3 PA. Je vais donc utiliser P et VV, sous-entendu 4 et 4, 8 plus 3, 11, pour tenter de te contrer. Allez, allez! Et ça fait 5, ça ne suffit pas, je vais cramer ma reroll. Allez mon petit gars! Et ça suffit définitivement pas. Je vais donc prendre 5 dégâts. Il m'en restait 4, je l'ai déjà dans le cul, et ça fait... À moi d'activer une figurine, je vais activer l'ami la Goulue. Elle n'a pas pu encore déposer son argent à la banque et elle va pas le faire puisqu'elle a besoin de tous ses PA pour le coup. Il faut quand même noter que ici ça fait moins de 1 de hauteur. Je vais donc pouvoir le traverser. J'ai donc utilisé un premier mouvement gratuit, un deuxième mouvement ici, un PA
pour fouiller. Ensuite, je vais de nouveau claquer 2 PA pour tenter justement de lire les inscriptions qu'il y a écrites sur ce coffre. On le rappelle, c'est sur du 13 et j'ai 3 et 4, 7. Allez! Et ça fait critique, c'est bon, quoi qu'il arrive ça passe, parce que même si derrière je fais 1, j'en gardera le des précédents. J'ai donc lu l'inscription sur le coffre en disant ici il y a plus d'argent que là-bas, puisque là c'est quand même un gros pari dans le sens où théoriquement il reste un coffre à... Logiquement, si j'ai bien compté, il reste un coffre à 6 thunes et un coffre à 20 thunes. En gros, je me suis dit que le coffre à 20 thunes devait être là-bas. Si jamais c'est le cas, il y a de grandes chances que je gagne. Si c'est là, il va falloir que je cours après la goulue. C'est parti. Là, moi, pour l'ouvrir, c'est sur du 6 et j'ai une relance, donc je suis plutôt confortable. Ouh. Je pense qu'il y a un ressort du siège qui vient de lâcher. Oh, ça passe. Et on va pouvoir découvrir ensemble, mais justement, ce qui se cache dans ce coffre. Ah, il y a des pièces d'or, c'est pas bon signe. Ça sent l'argent, ça. Attends, je lui montre pas. Attends, je lui montre pas. Non. J'arrive pas à l'ouvrir, putain. J'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive... Oh là là, et est-ce que je dois te dire combien je gagne? Est-ce que je dois te dire combien j'ai dans ma bourse ou pas? Pour savoir si tu me cours après ou pas. De toute façon, une fois que j'aurai crocheté. Écoute, moi tout ce que je vais dire c'est que la vie c'est de la merde et que c'est un petit coffre. Donc la partie est clairement en cours. Donc ici, j'avais donc claqué 2 PA pour pouvoir arriver jusque là. Ensuite, j'ai claqué 2 PA pour pouvoir le déchiffrer. 1 PA pour le crocheter, il me reste 3 PA. Et je sais pas quoi faire les amis. Là normalement la partie doit aller jusqu'au tour 6, donc il reste 2 tours. Écoute, je vais faire le fifou. Là, il faut aussi savoir que tu es en infériorité numérique. C'est donc toi qui auras le tour auto. Et tu devras néanmoins aller le fouiller, ce coffre. Donc tu devras... Pour gagner, je vais fouiller, ouais. Exactement. Donc en fait, moi, ce que je vais faire... Ou massacrer. C'est pas faux. Là, il me fait peur. Là, tout de suite, il me fait peur. Il me reste 3 PA. Et écoutez, j'ai suffisamment de tours devant moi pour au moins tenter de te buter. Je vais pas faire le fou. Ce que je vais faire, c'est qu'avec ma goulue, je vais faire un mouvement, 2 mouvements. Il me restera 1 PA et je vais déposer l'argent chez moi. Je vais donc me mettre ici et déposer l'intégralité de mes thunes à la banque. Au moins, derrière, je suis plutôt safe. Je vais pouvoir activer cette fois-ci l'exécuteur. L'exécuteur, il va faire 3 mouvements, dont 2 gratuits pour faire poup, poup, poup et mettre en joue cet homme là-bas. C'est parti, on a Vassili Zaitsev, le plus gros sniper de l'URSS qui est à portée et en champ de vision de ton paladin. J'ai claqué 3 PA, il m'en restera 4 et tu n'as plus de points d'action. Il me reste 2 cases sur mon écu, 3 cases sur mon armure pour tout vous dire. Ici je vais faire VAA, sous-entendu C66, 12 plus 4, 16. C'est parti. Et ça nous fait 16 et 7, 23 à égaler. Tu n'as plus de PA, ça va être uniquement l'IQ ou le jet de dés. On va y aller au jet de dés pur. J'espère que tu feras un plus petit seuil après pour utiliser mes cases d'écu. C'est dommage. La deuxième. C'est vrai qu'il y a un deuxième jet de défense. Oh, critique. Ça nous fait 10, il faut atteindre 23 et ça sera 19, ce qui est bien, mais pas top. C'est honorable. Tu vas donc te prendre 2 fois les dégâts, soit 8, tu es à courte portée, soit 9. Est-ce que tu veux tenter l'armure? On est parti, case d'armure obligatoire. Sur un 10, on s'en fout. Sur un 3, on protège 1. Et ça te fait donc 8 dégâts. Ensuite, ici, j'avais 2 fois les effets de A, puisqu'en fait, je n'ai pas d'intérêt à bouger. Je vais donc tout simplement attaquer avec A. Ça me fait 6 plus 10, ça fait 16, plus 2, 18. Alors là, il n'y a pas de suspense, hein, ce sera pour 3 dégâts, parce que c'est une petite attaque à 1 PA. Je défends normal, tu vas voir que celle-là, je vais réussir à la défendre. Et oui. 18, c'est contré, félicitations. La deuxième, néanmoins. Oui. Il est vénère d'avoir craqué un 18 là-dessus, c'est moi qui vous le dis. Et non, la deuxième passe. Ici, c'est rigolo, parce qu'en fait, en gros, comme tu as contré, j'ai que c'est une attaque de base, c'est mes dégâts divisés par 2, sous-entendu 4 divisé par 2, 2. Et tu as une armure qui ferait que tu annulerais au minimum 1. Néanmoins, je suis à courte portée, ça va donc faire plus 1. Donc en fait, on est à 3 dégâts possibles. Et ben ça fera 2. J'en protège 1, il me reste plus qu'une case d'armure. Deuxième attaque gratuite, on est toujours à 6 plus 6, ça fait 12, je t'en prie. Et bah écoute, là, pour éviter de perdre des dégâts, je vais utiliser le bouclier. C'est du 9 plus. Ça suffit pas. Dernière case d'armure, je suis obligé.
7, cette C'est fois-ci, réussi, ça passe. je prends pas de dégâts. Ça fait plaisir. Ici, il me reste 4 PA, je vais de nouveau claquer 1, 2, 3 dégâts, je m'en fous, tant pis si j'ai plus de PA. Et si jamais il survit, bah, tant mieux pour lui, il pourra me défoncer. Là, exactement la même chose, sous-entendu 6 et 6, 12 plus 4, 16 plus 10, ça fait 26, plus 3, ça fait 29 à égaler. Qu'est-ce que tu vas faire? Prendre les dés. Ouais, je vais utiliser ma dernière case d'écu parce que sinon je vais y passer avec le critique. Ça va être horrible puisque ça va doubler les dégâts. Je vais essayer de m'en sortir. Je pensais pas qu'il ait autant de réussite au jet. Je pensais la tirer, récupérer le coffre et ensuite massacrer de l'exécuteur. C'est un vrai plaisir, je vous conseille. 2 et 3, c'est magnifique. Tu peux reroll. Première reroll. 9, c'est pas mal, mais ça va pas suffire. Deuxième reroll. On y croit, on y croit, on y croit. Je suis toujours à 3 de base. Et ça fait 10, malheureusement, ça ne suffira pas. C'est un dégât critique. Il faut aussi que tu regardes si jamais tu sauves la deuxième pour savoir si mon critique sera doublé, puisqu'on rappelle c'est une arbalète et que j'ai fait 2 tirs. De toute façon, la messe est dite. Malheureusement, 6 et 9, c'est pas défendu. Alors attention, tu vas faire un truc de fou. C'est-à-dire que tu fais 4 dégâts de base. Comme j'ai raté les 2 jets de défense, tu doubles tes dégâts, donc 8 dégâts à cause de l'arbalète. Mais comme tu as fait un critique, on va doubler, ça va faire 16 dégâts. Tu es à portée courte, 17 dégâts d'un coup. C'est pour ça que je voulais à tout prix défendre. Il me reste 10 points de vie. Tu ramasseras les petits bouts de paladin qui est partout dans le studio. Et puis voilà quoi. Ça fait Stung. En gros, ici, ce qui va se passer concrètement, c'est que comme tu es mort à Carnage, la partie s'arrête à la fin du tour sur laquelle un des deux camps a été table rase. Donc ici, ça va s'arrêter là et c'est considéré comme une victoire majeure. Maintenant, on est sur un jeu qui est clairement destiné aussi au compétitif, aussi bien au casual qu'au compétitif. Mais justement, sur une journée à plusieurs parties, comment est-ce que tu vas gérer le goal average ? Alors, il faut savoir que comme à Briscard, dans Carnage, il y a à la fin de chaque scénario qu'on propose un petit paragraphe, victoire et butin, et qui vont nous expliquer dans quelles conditions on va remporter les points de victoire en cas de victoire, les points d'égalité en cas d'égalité et en cas de défaite, et surtout les couronnes qu'on va récupérer en goal average. C'est ça qui va déterminer le classement pour chaque tournoi. À chaque scénario, on va avoir 3, 1 ou 0 points de victoire et un certain nombre de couronnes qui vont déterminer à la fin le classement. On se retrouve les Wargamers à l'issue de cette partie et de l'assassinat du paladin par l'exécuteur. Super bien joué. Bravo à toi. Là, on était sur une partie en 300 couronnes. Quel est le format standard, aussi bien ceux designés pour les scénarios ou ceux justement en tournoi? Alors typiquement, on conseille dans le bouquin de jouer en 400 couronnes pour vraiment s'éclater. Et à 500 couronnes, on prend la pleine puissance. On peut avoir 1 ou 2 niveaux 3 sans pour autant négliger le nombre. Donc on peut vraiment prendre toute la mesure du jeu. Je pense que le format idéal, c'est 500 couronnes. Maintenant, on va commencer à l'Octogone avec le premier tournoi en 400 couronnes. Et il y a la moitié des scénarios qui sont prévus pour ce format-là. C'est un très bon format pour tester et appréhender, apprivoiser le jeu. D'accord. Là, en fait, on a fait donc une partie filmée. Bon, le jeu, on va dire, sur une partie filmée, n'est pas très immersif puisque c'est beaucoup de caracs, c'est beaucoup de choses à comprendre en fait avant de s'amuser. Enfin, beaucoup. C'est un certain nombre en tout cas d'informations. C'est plus simple une valeur pour toucher, une valeur pour blesser, un jet de sauvegarde et ta gueule mallette. Là, on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de choix sur les possibilités tactiques, sur aussi la gestion de son pool de PA. Et vraiment, encore une fois, sur ce genre de vidéo, il faut juste comprendre comment fonctionne le jeu. En termes d'immersion, je vous conseille moi en tout cas de faire des tests, même peut-être juste chez vous avec ce genre de mécanisme, peut-être même des proxys. Et derrière, justement, une fois que vous aurez assimilé ce genre de règles, vous comprendrez la richesse du jeu et des mécanismes parce que pour le coup, il n'y a vraiment pas deux parties qui se ressemblent. Là d'ailleurs, le choix que tu as fait, alors que tu étais un petit peu devant, en tout cas sur la présence sur table, tu étais en infériorité numérique, mais moi, quand je me suis retrouvé avec ma goulue et justement mon espèce de sniper à côté du mur, je me suis dit, il se décide de se barrer. Pourquoi? Alors qu'en fait, il peut me one-shot. Tu l'as vu ça? Je sais pas, je me suis posé la question. C'est vrai qu'avec le paladin, c'est tellement un gros tank que je pouvais me permettre d'aller sécher ton exécuteur en utilisant la corpulence, en le claquant dans le mur, et me sécher de PA parce que ta goulue n'aurait pas suffi à me tuer derrière. Mon armure, mon écu, ça suffisait à tenir au moins 2 tours. Et si à l'activation je me mettais sur ta goulue, elle n'avait plus qu'à courir. Donc je pouvais facilement gérer. Je dis pas que c'était gagné d'avance, mais c'était faisable. J'avais envie qu'on joue le scénar, j'avais envie de voir si j'étais capable d'aller chercher les 20 couronnes. Attends, tu m'as laissé gagner là? Non. Il m'a laissé gagner. Je veux une revanche. Tu veux une revanche? Je te défie à l'octogone.
Eh ben écoute, le défi est pris, avec grand plaisir. Je sais pas si je jouerai les carnes, ça te dérange pas? Moi, c'est sûr, je jouerai les fongs. Je jouerai même les fongs. Je dois avouer que ma faction de cœur, c'est les goons, et donc je pense que je jouerai les goons. Eh Mais ben, tu verras, un champion tribal, ça a vraiment pas à rougir face à un paladin. Ok, donc le rendez-vous est pris pour une revanche à l'Octogone, ça sera toi et moi. Maintenant, en tout cas pour revenir un petit peu sur les games, j'ai trouvé le scénario très rigolo, je trouve ça très enrichissant d'avoir des petits coffres, on sait pas qui ont mis là-dedans. Là en plus on a eu la chance de jouer avec les marqueurs d'objectifs qui viennent de Briscard, avec des petits coffres qui s'ouvrent où on avait justement écrit à l'intérieur justement la somme d'argent que ça comprenait en termes justement d'immersion et de projection au sein de la table, c'était super rigolo. En fait, on a tout pour faire un jeu en 3D, esthétique. Il y a beaucoup de gens qui nous disent en 50 mm, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'éléments, etc. On en propose déjà pour Briscard, on en propose pas mal aussi dès la sortie du jeu en octobre. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une jolie table en 3D. Il faut y aller, il faut en profiter, il faut mettre des jolis petits coffres, des caisses, etc. Les marqueurs d'objectifs qui peuvent très bien servir de couvert. Voilà, on s'éclate. On était dans le village de Seroé chez les Goons et puis on se mettait sur la trogne, quoi. Yes. Excuse-moi, pour un petit peu aussi saisir justement les différents types de gameplay. Moi en tout cas, je commence à un petit peu deviner en fait juste vers quoi vont s'orienter les fangs. Donc on va être potentiellement sur du surnombre avec des figurines qui peuvent être vraiment pas chères. 35 couronnes justement pour la plus petite. Alors après, certes elle est en mousse, mais le fait est que avec la saturation, avec justement le fait de te faire toi cramer de la PA, on le voit hein, quand quelqu'un n'a plus de PA, toi il suffit que t'en mettes 3, que tu fasses un petit peu des bons critiques, tu peux envoyer n'importe qui en stratosphère. Hein. Oui, dans ce scénario-là, c'était peut-être pas évident, les larbins étaient pas super bien taillés pour réaliser l'objectif. Pour aller faire dépenser des PA au guerrier ou à la vanguard en la bloquant, en l'obligeant à utiliser la vitesse pour se déplacer, etc. et se libérer du larbin, il est très efficace et puis il l'oblige à dépenser du PA que tu n'auras pas contre l'exécuteur et ne pas être capable de se défendre contre un exécuteur, on l'a vu, la vanguard n'a pas tenu l'activation. Donc effectivement, l'Arbin, c'est pour l'instant la figurine la moins chère du jeu, elle vaut son pesant de cacahuètes malgré tout, elle est super intéressante sur la table, et puis là on en a vu 2, imaginons qu'on peut en utiliser 5 en 400 couronnes, ça fait à peine la moitié de la compo, quoi. Donc ouais, le Larbin est super intéressant. Une capacité aussi qu'on n'a pas pu voir justement, c'est les fameuses morsures pour justement pallier au fait de des fois galérer à passer les armures, puisque le saignement pour le coup ignore tout. C'est vrai que c'est super efficace. Alors peut-être un petit peu moins contre les carnes parce que ils ont tous de l'armure et pour que le saignement soit en vigueur, le saignement c'est un truc qui va être cumulable et qui va faire perdre des points de vie à la figurine qui souffre de saignement au début de chacune de ses activations. Alors même si on a la capacité de se penser, de se soigner, il faut y penser, c'est assez gênant. Un gars qui a 10 points de vie et qui va perdre 10 points de vie à son activation, il n'aura jamais la possibilité de se soigner, il va mourir en s'activant. Donc la morsure et le saignement qui en découlent, c'est hyper fort. Contre les goons, il faut en abuser à mort, ils n'ont pas d'armure. Contre les carnes, c'était très efficace contre le guerrier, contre la vanguard. Le paladin, il est fait pour résister à ça. Mais ça reste une grosse facette. On a vu une seule fois le harcèlement de la goulue. C'est un truc super efficace. La capacité d'avoir la vitesse gratuite, c'est énorme. Comme pour la vanguard, on n'a pas pu voir en fait que quand elle utilisait 2 fois P, ouais, bah, elle n'a pas vu le jour. Hein. Elle a la fulgurance qui lui permet justement d'utiliser la vitesse aussi en contrebalançant le harcèlement. On l'avait vu sur la première vidéo qu'on a faite. C'est vrai. Et voilà, c'est des petites compétences qui ont l'air de rien sur le papier, mais qui en fait peuvent vraiment retourner une partie, quoi. En tout cas, ça a l'air d'être un jeu qui est très riche, qui est très sympa, parce qu'en fait, on va se prendre la tête autour de que quelques figurines. Et c'est ça qui est sympa, en fait, avec les vrais jeux d'escarmouche, pas ceux où, encore une fois, je bouge, je tire, je te tue. Mais là, il y a énormément de choses à faire. Et bah, tu l'as prouvé, en fait, à la fin, c'est qu'on peut aussi juste gagner avec le scénario. Et finalement, tu l'as dit tout au long de la game, moi, je m'en fous, j'ai peut-être que 2 figurines, mais je suis en avance. Et ça, déjà, c'est sympa, parce que ça va plutôt favoriser la réflexion que l'attrition. Même si on l'a vu, pour le coup, dès que t'es table rasée, ça compte quand même comme une défaite majeure. C'est justement pour équilibrer en fait qu'on s'arrête là parce que si tu avais pu finir les 2 tours, tu serais monté super loin dans le goal average. Et non seulement tu aurais eu les 3 points de victoire, mais en plus tu avais le max en goal. On a délibérément décidé, arbitrairement même, décidé d'arrêter à la fin du tour où c'était table rasée. Ça va dans le sens du perdant en fait. Oui, complètement, puisqu'en fait, soit j'ai dominé toute la game et au moment où je te table rase, eh ben, on l'a vu, tu nous l'as expliqué, si jamais j'ai des figurines vivantes, si j'ai des figurines qui ont marqué des points d'objectif, alors je vais t'écraser encore plus au goal average. Ou au contraire, en fait, si t'es complètement en train de gagner, mais que je table rase, finalement, je vais faire une victoire très mineure. C'est ça, c'est ça. Et surtout, là, typiquement, dans ce scénario-là, si je les avais déposés, si j'avais pris le temps d'aller déposer mes butins, plutôt que de les garder sur moi, tu sens l'économe que je suis. Mais oui, mais t'es pas fang, en fait. T'es pas fang. Si je les avais déposés, en fait, tu pouvais me table raser, je gagnais quand même la partie. Et
j'ai peut-être fait un mauvais choix. J'avais envie d'aller chercher le 20 couronnes pour faire un petit coup de revanche à Octogone, toi. En tout cas, pour récapituler un petit peu le jeu, ce projet Carnage est en Kickstarter du 15 mars au 15 avril. En ce moment, il y a les livraisons de l'intégralité de la gamme disponible, ou en tout cas sur laquelle on a de la visibilité. Pour ceux qui ont raté le coche du Kickstarter, les précommandes se feront tout le mois de septembre sur les 2 premières factions, à savoir celles qu'on a vues, les Karn et les Fang, que ceux qui le souhaitent pourront directement en fait venir chercher leurs figurines, leurs achats à Octogone, ou sinon ils seront livrés tout simplement à partir du 8 octobre. Voilà, dans le courant de la semaine suivante, on livrera à tous ceux qui ont précommandé et les boutiques qui ont précommandé bien sûr aussi, parce que allez voir votre patron de boutique préféré, allez voir votre vendeur préféré, dites-lui je veux du Carnage. Il nous contacte, il commande et voilà, ce sera disponible en boutique autant que sur notre site. Dans les 6 mois qui vont suivre, les figurines du Kickstarter, entrecoupées de nouveautés, vont sortir afin d'enrichir le gameplay. On va avoir de la magie chez les Kerops, chez les Karn, on va voir tout un... Chez les Fang. Chez les Fang, il y en a déjà, il y en aura un peu plus, mais il y a encore d'autres choses très sympas à voir chez les Fang. Ok, bah écoute, en tout cas, un grand merci justement d'être venu au studio pour nous montrer aussi l'avancée d'un projet qui est une réussite, puisque Carnage a réussi au niveau de son Kickstarter, et là en plus vous arrivez à livrer dans les temps avec un bundle ultra qualitatif, des figurines en termes de résine et de sculpture qui sont au niveau justement de ce que vous avez annoncé, donc vraiment bravo et merci à vous pour ça. On espère clairement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.